Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Point sur l'Asie. Collection dirigée par Philippe Delalande. Dernière parution. Alain Lamballe, L'eau en Asie du Sud, confrontation ou coopération, 2009. Stephen Dusobauduin, Sociostratégie de la Chine, Dragon, Panda ou Chiline, 2009. Michel Pousse, L'Inde et le monde contemporain, Histoire des relations internationales de 1947 à nos jours, 2009. Claude Helper, Corée, Réunification, mission impossible? Quid de l'après Kim-Bajong-il, 2008. Lin Shifan, Le tourisme des Chinois taïwanais en France, 2008. Jacques Dupouet, Passeport pour le Japon des affaires, 2008. Agnès Andresy, Le président chinois Hu Jintao, sa politique et ce réseau. Ouzou. 2008. Christine Lebonte, Le Cambodge contemporain. Quelle perspective de développement compte tenu de la situation politique et économique actuelle? 2007. Philippe Delalande, Vietnam, Dragon en puissance. Facteurs politiques, économiques, sociaux, 2007. Esmeralda LLADSER, Instantané chinois, dans le nid du dragon, 2007. Anthony Tao, Dieu et le Tao, 2007. Nilsi de Saint, Mort du père et place de la femme au Japon, 2006. Asie 21 Futurible, la Chine à l'horizon 2020, 2006. PROCHEAS, Cambodge. Population et société d'aujourd'hui, 2005. Lucas Domergue, La Chine puissance nucléaire, 2005. Dominique LUKENROZE, Cambodge, vers de nouvelles tragédies? Actualité du génocide, 2005. Hervé Coureil, L'Alliance nippo-américaine à l'épreuve du 11 septembre 2001-2005. Chris REYNS, Image du Japon en France et ailleurs, entre japonisme et multiculturalisme, 2005. JP Baudouin Zen, Le torrent immobile, 2005. Avant-propos. En 2007, les Japonais avaient choisi le kanji, Weiji, qui signifiait faux à cause des fraudes et dissimulations de toute nature dans le domaine des affaires, et que l'on ne savait plus à qui ni à quoi faire confiance. Pour les Japonais, 2008 est marqué par le Bian-en, élu kanji de l'année. Chaque 12 décembre, l'association d'examen de connaissance des kanji, agréée par le ministère de l'Éducation, annonce le kanji de l'année. Celui-ci est choisi en fonction de l'actualité dominante, par plus de 111 208 votants en 2008. Dans le temple de Kiyomizu de Kyoto, un moine calligraphie le kanji de l'année sur une grande affiche lors d'une cérémonie. Le kanji N a été choisi par 6031 votes, 5,45% de la totalité des votes. Le kanji Jin-kin, argent, en seconde place à cause de la baisse du pouvoir d'achat, n'a obtenu que 3211 votes, 2,89%. Le kanji Luoraku, qui signifie la chute, a obtenu la troisième place pour marquer le retour de la crise économique et financière. Le N1 signifie d'une part changement ou changer, et dans un autre sens quelque chose qui n'est pas futsu, c'est-à-dire quelque chose de bizarre, qui n'est pas normal. Le N s'est manifesté de la façon suivante. Sur le plan politique, c'est d'une part le changement de Premier ministre au Japon et d'autre part le changement de président et de politique des États-Unis. Sur le plan économique, au début 2008, on annonçait que le retour de la croissance se poursuivrait malgré la crise des subprimes en 2007. Puis la crise financière de l'été 2008 a stoppé net la reprise économique. Ensuite, on constate une multiplicité des crises. Crise de la sécurité alimentaire, crise de l'énergie, crise du pouvoir d'achat et une hausse de la criminalité. Par ailleurs, le changement climatique mondial s'intensifie et crée une augmentation des catastrophes naturelles et leur gravité s'intensifie. Certains Japonais ont opté pour le kanji, N, parce qu'ils souhaitent un changement positif et en douceur pour l'avenir, tandis que d'autres pensent que c'est une année bien étrange. Enfin, ce livre fait le bilan de la situation économique du Japon jusqu'à la fin de l'année 2008. La récession économique mondiale continuant de s'aggraver, les données statistiques pour 2009 ne sont que des prévisions sans doute déjà dépassées par les événements. Introduction. Se résigner au changement. De tout temps, le Japon a surtout subi le changement,
attendant qu'il vienne de l'extérieur du pays pour s'imposer à lui. Car son peuple est dans l'incapacité de prendre l'initiative de faire la révolution. Il est résigné et fataliste par nature. Il doit son industrialisation à des pressions venant de l'extérieur, Gaiatsu, Gai comme extérieur, et Atsu comme pression, lesquelles lui ont enseigné comment devenir riche. Par résignation, il s'est donc adapté à l'économie de marché imposée par une force extérieure. Après avoir été vaincu, il est devenu la seconde puissance industrielle du monde grâce à son esprit de soumission aux lois de l'économie de marché. Subissant les envahisseurs venus d'Occident, il en est devenu le meilleur élève puis le meilleur partenaire. La résignation est un état d'esprit qui permet aux Japonais de garder leur dignité et d'agir avec ruse en toutes circonstances. Dans leur conception, perdre c'est gagner, makeru ge akachi, c'est-à-dire qu'on cède la victoire à l'adversaire, mais qu'en conséquence, on devient gagnant. Ainsi en 1864, lorsque le Japon a cédé aux exigences des Américains pour ouvrir le pays au commerce, il a évité une guerre perdue d'avance et également la colonisation. Puis, grâce au développement du commerce et de l'industrie, le Japon est devenu un pays moderne. D'autre part, en capitulant sans condition, lors de la Seconde Guerre mondiale, il a ainsi encore évité l'occupation de son territoire par l'Union soviétique et un partage éventuel en deux blocs avec les Américains. Leur défaite leur a permis de devenir une grande puissance économique. Aujourd'hui, comme tous les grands pays industrialisés, le Japon est victime du changement, de son industrialisation et de la financiarisation de son économie. Il subit ce qu'il a semé, comme toutes les autres grandes nations. Mais les catastrophes naturelles, les crises de toute nature sont devenues mondiales et ne connaissent donc pas les frontières tracées par les États. Cependant, victime de ces changements dont on est tous responsables, mais que l'on ne peut réellement maîtriser ou stopper, le Japon attend toujours que des solutions arrivent de l'extérieur du pays. Il veut le changement, mais il se sent impuissant à en créer les conditions. Finalement, le Japon dans son histoire s'est toujours soumis aux changements venant d'ailleurs. Mais aujourd'hui, pour affronter les crises mondiales, aucune force venant de l'étranger ne vient plus lui dire ce qu'il faut faire. Abandonné à lui-même, le Japon doit désormais apprendre à se débrouiller, à prendre ses propres responsabilités et son propre destin en main, sans attendre une aide de l'extérieur ni celle de son père, les États-Unis d'Amérique. En outre, le Japon c'est aussi l'inverse de l'Occident, à gauche ou à droite. Dès qu'on débarque de l'avion à l'aéroport de Narita, on ne se rend pas tout de suite compte que sur l'escalateur automatique, il faut se placer du côté gauche pour laisser le côté droit libre pour ceux qui sont pressés. Les voitures roulent à gauche et les piétons aussi se placent automatiquement du côté gauche lorsqu'ils croisent d'autres piétons venant en sens inverse. En Europe, on se place plutôt à droite pour se laisser doubler par quelqu'un à pied ou bien arrivant en sens inverse. Marcher toujours à gauche est une habitude difficile à prendre pour un occidental, mais qu'il faut rapidement assimiler, car il arrive que l'on se retrouve nez à nez avec la personne arrivant dans l'autre sens. Le problème se pose surtout lorsqu'il y a une foule de piétons arrivant en sens inverse aux heures de sortie des bureaux, au moment de partir travailler, ou bien encore lorsque l'on fait du shopping dans des quartiers comme Shibuya. Heureusement que ma compagne me tient par la main pour toujours me tirer du côté gauche, et éviter de me faire bousculer, voire même de me faire écraser par un cycliste. Car à vélo, on roule sur les trottoirs quand il y en a, sinon là où les piétons circulent. D'autre part, les portes d'entrée des appartements et des maisons s'ouvrent vers l'extérieur, et non pas vers l'intérieur comme en Occident. Il faut ajouter qu'il faut tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour ouvrir les portes japonaises. Et qu'ainsi, si vous allez aux toilettes au Japon, il faut tourner le verrou vers la gauche pour s'enfermer, sinon vous risquez une mauvaise surprise. En revanche, la langue japonaise peut s'écrire soit de manière verticale en partant d'une colonne de droite vers une colonne de gauche, soit à l'horizontale sur une même ligne en partant de la gauche vers la droite. Mais on tourne les pages d'un livre, d'un magazine ou bien d'un journal dans le sens inverse des livres en écriture alphabétique. Toutefois, il arrive parfois que les livres s'ouvrent et se lisent dans le même sens que dans notre alphabet romain, comme c'est la règle chez les Occidentaux, notamment dans les ouvrages à caractère scientifique. Lorsque l'on communique avec les Japonais, il faut éviter de poser une question sous la forme négative. Par exemple, « Vous n'allez pas déjeuner ?»
Car si le japonais vous répond tout simplement par le mot oui en français ou bien yes en anglais, sans faire de phrase, cela signifie « Oui, bien sûr que je ne vais pas déjeuner », c'est-à-dire plus précisément que non, il ne va pas déjeuner. D'autre part, si le japonais vous répond « Non », il pense que oui, il va déjeuner. Dans cette dernière situation, un français répondrait « si », pour confirmer qu'il va effectivement déjeuner. Le même problème se pose avec des interlocuteurs chinois. En conclusion, il ne faut jamais poser de questions sous la forme négative pour une bonne compréhension en toutes circonstances. La spécificité de la culture japonaise se manifeste encore dans le fait que les Japonais utilisent une dénomination particulière pour définir chaque variété d'une même couleur, rouge, bleu, vert, jaune, noir ou blanc. Par exemple, la couleur rouge, appelée généralement aka, peut aussi s'appeler beni lorsqu'il s'agit d'un rouge éclatant teinté de violet. Ou bien encore, si ce rouge éclatant est légèrement teinté de jaune, on l'appelle la couleur i, etc. Enfin, pour dire je, on utilise normalement watashi ou bien watakushi, forme très polie. Entre collègues ou amis, on dit or ou bien beaucoup quand on est un garçon. Et les filles disent plutôt watashi, mais encore atashi. De même qu'il existe beaucoup d'autres façons aussi pour dire tu, dont la forme la plus polie est nata, mais encore anta, omae, kimi, temei. Mais plus encore, il existe encore d'autres formes écrites des sujets je et tu. Dans la façon de parler, certaines manières sont péjoratives comme celle de dire anta à un client, et révèlent un grand manque de respect ou une méconnaissance totale des coutumes japonaises. Dans beaucoup d'autres domaines, l'ambiguïté ou ce qu'on appelle l'aimai joue un rôle influent dans la société japonaise. Voilà pourquoi on estime généralement que les Japonais sont équivoques, mais il leur arrive parfois d'oublier les bonnes manières et le nom exact d'une couleur. De nos jours, la perte de l'authenticité culturelle marque bien la fin de l'esprit Yamato. Écrivain en littérature moderne, Haruki Murakami a séjourné en Europe, notamment en Grèce et en Italie d'octobre 1986 à l'automne 1989. Il raconte ses séjours dans un livre, Toi Taiko, Le murmure au loin du tambour, livre jamais traduit en français. Quand il est revenu au Japon, il sentait qu'il avait lui-même changé, mais son pays aussi. Il sentait une certaine répulsion à l'égard du Japon et en même temps une certaine attirance. La vitesse de la consommation au Japon s'était accélérée d'une manière fulgurante. Voilà sa première impression, lors de son retour au pays natal. Il était comme pétrifié face à cette horrible accélération. Le Japon étant devenu une gigantesque machine à broyer qui capture et avale tout ce qui vit, et tout ce qui est mort pour le transformer. Les médias du pays faisaient la propagande de ce système comme dans une dictature. Tout ce qu'il a vu autour de lui, ce n'était que des débris misérables rejetés après avoir été digérés par le système. Voilà mon pays, pensait-il à cette époque. Bien d'autres choses nous paraissent à l'inverse de notre raisonnement et de nos sentiments, en particulier dans les domaines juridiques, économiques et sociaux. L'envers du Japon, c'est également la face cachée de ce pays, son mal de vivre, parce que le plus important est de toujours faire bonne figure à l'égard des autres et surtout des étrangers. C'est ce que nous constaterons aussi tout au long de ce livre. Le beau Japon d'Abe, ce n'était qu'un rêve. Un futur sans retour envisageable, c'est aller dans le futur sans se retourner, sinon il faut choisir la mort, le suicide de tout un peuple. Un futur sans espérance de retour ou bien le suicide. De toute façon, pour les Japonais dans ces deux perspectives, c'est mourir. Parce que les Japonais vivent au jour le jour sans idéal, depuis que celui de la reconstruction du pays après la guerre s'est réalisé. Aujourd'hui, ils ne savent plus se projeter dans le futur pour bâtir un avenir meilleur. Ils disent toujours qu'ils n'ont aucune idée de quoi sera fait demain, et de ce qu'il faut envisager de faire. Mais ils ont bien compris que leur puissance économique ne fait pas le bonheur de tous. Pourtant, ils continuent de fermer les yeux pour fuir la réalité cruelle, parce que c'est un peuple qui se laisse guider par la peur et l'ignorance de son histoire et de son destin. Lorsqu'il est arrivé triomphalement au pouvoir en septembre 2006, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, avait promis de tourner définitivement la page de l'après-guerre et de construire le beau pays, grâce à son programme qui faisait la promotion d'une idéologie patriotique et haineux accent aigu aux conservatrices pour rétablir la fierté en chaque Japonais. Pour Abe,
Son programme était le meilleur remède contre la grande détresse qui s'est installée dans le pays depuis les années 1990. Les Japonais sont conscients que le pays se trouve dans une situation difficile et dangereuse pour son avenir. Sans doute Keb a été influencé par le discours de Yasunari Kawabata, lorsqu'il a été le premier écrivain japonais à recevoir le prix Nobel de littérature en 1968. Son discours est intitulé « Utsukushi Nippon no Watashi », signifiant « Moi qui appartiens au beau Japon ». Le beau Japon de Kawabata étant celui des poèmes des moines zen de l'époque féodale. Mais le Japon d'aujourd'hui n'est plus reconnu pour sa littérature et sa philosophie de l'époque féodale. Kawabata n'était donc pas un écrivain de la littérature moderne lorsqu'il a reçu le prix Nobel. En revanche, Kenzaburo Oe appartient à la littérature postmoderne et a établi le lien entre le passé récent et le monde d'aujourd'hui, comme l'avait déjà fait bien avant lui et à son époque, le romancier Soseki Natsume, au tout début du XXe siècle. L'écrivain, Yukio Mishima avait prédit, 26 ans avant, que s'il ne recevait pas le prix Nobel de littérature, ce serait Oe qui le recevrait un jour. Par contre, le beau Japon rêvé par Shinzo Abe est plutôt celui de l'industrie et du commerce qui font du Japon l'une des plus grandes puissances économiques du monde. Cependant, ce beau Japon n'est pas envisageable avec des freeters, travailleurs précaires à temps partiel ou temporaire, ou bien encore en contrat à durée déterminée. Les magazines de recherche d'emploi sont gratuits dans les combini 2, supérettes, et ils sont remplis d'offres d'emploi telles que livreur, laveur de vitres, employé de combini, etc. Le terme japonais de combini vient de l'anglais convenience store. Ces supérettes sont ouvertes parfois jusqu'à 24h24 et tous les jours de l'année, y compris les jours fériés. Il s'adresse surtout à une clientèle de célibataires et de retraités, de plus en plus nombreux au Japon. Car on y trouve les produits de première nécessité vendus à l'unité. On y vend aussi des portions de repas préparés pour une seule personne. On peut y envoyer des colis, payer les factures d'électricité et de téléphone, payer ses impôts, retirer de l'argent, se faire livrer un obento à domicile, petit repas japonais, payer un voyage en avion sur la compagnie japonaise Japan Airlines, JAL ou bien All Nippon Airways, ANA. Dans certaines communes, on peut même y retirer un jumenyo, attestation de lieu de résidence de la municipalité. On trouve des combini dans tous les quartiers de la ville, mais aussi dans les immeubles des quartiers d'affaires. Les services des combini peuvent être différents en fonction de leur lieu et de leur clientèle. Il existe des combini qui ne vendent que des produits et des aliments bio. Parmi les enseignes les plus connues, 7-Eleven, Lawson, Family Mart et AMPM. Leur succès est tel que leur chiffre d'affaires est devenu supérieur au chiffre d'affaires de l'ensemble des department stores, ou Depato en japonais, grands magasins, tels que Mitsukoshi, Takashimaya, Isetan, etc. La vie est pleine d'opportunités, mais quand on est jeune, on a désormais plus de chances de basculer dans la précarité à vie. On peut commencer à espérer s'en sortir à partir de 1000 yens de l'heure, ce qui équivaut à 6,11,3 € en mai 2007 et à 8,68 € en janvier 2009, au lieu des 673 yens habituels, sauf si le contrat est à durée déterminée. D'ailleurs, à cause des difficultés de recrutement du personnel, des combini de Tokyo offrent plus de 1000 yens de l'heure à l'embauche, mais toujours dans le cadre de contrats à durée déterminée. Quand on est en contrat à durée déterminée ou bien à temps partiel, bien que l'on travaille, on fait partie de la nouvelle classe des non-méritants. Selon le ministère des Affaires intérieures, en 2007, 33,5% des salariés japonais sont des salariés temporaires ou en CDD, tandis que selon le ministère de la Santé et du Travail, ils sont 37,8%. Le Japon arrivant en seconde place dans le monde, juste après les Pays-Bas. Dans la tranche d'âge de 15 à 34 ans, les freeters représentaient 31,4% des travailleurs salariés en 2006, puis 32% en 2007. C'est-à-dire un tiers jeunes n'ont jamais l'opportunité de décrocher un emploi stable, et ils constituent désormais un réservoir de main-d'œuvre bon marché, nécessaire à la relance de la croissance économique. Ils n'ont plus l'opportunité de retrouver facilement un emploi stable, car les employeurs préfèrent recruter les jeunes diplômés sans expérience dès la sortie de leur formation.
Le nombre d'offres d'emploi à durée indéterminée avait brutalement chuté en 1998 pour ensuite remonter en douceur. En novembre 2008, on recensait 76 offres d'emploi pour 100 demandes et selon les statistiques disponibles, le taux de chômage était de 3,9%, 2,56 millions de chômeurs, de la population active, en progression de 0,2 points par rapport à celui du mois précédent. Mais en décembre 2008, selon le ministère des Affaires intérieures, le taux de chômage a bondi d'un demi-point atteignant 4,4% de la population active. On comptait 2,7 millions de chômeurs, soit 390 000 en plus, une hausse de 16,9% par rapport à décembre 2007. Dans le même temps, la population active a diminué de 0,4% à 66,010 millions d'individus. Toutefois, 2003 a été la pire des années pour le recrutement des jeunes diplômés. Ce problème majeur résulte du fait que les groupes d'entreprises japonaises ont systématiquement recours à une main-d'œuvre précaire. Mais elles sont elles-mêmes à l'origine de cette précarisation de l'emploi et de la paupérisation d'une bonne partie de la population, avec la bénédiction des autorités de l'État. En effet, la législation japonaise permet aux entreprises d'être exemptées de payer des charges sociales, assurance maladie et cotisations pour la retraite, pour les employés temporaires, si le nombre d'heures mensuelles de travail temporaire ne dépasse pas 3/4 du nombre d'heures totales de travail effectuées et que le contrat ne dépasse pas 2 mois. Pour les indemnités de chômage, si l'employeur ne veut pas embaucher pour une durée d'1 an au moins, l'employeur n'a pas l'obligation de cotiser pour le chômage. Même si un journalier travaille dans une même entreprise pendant 365 jours consécutifs. Il y a donc plus de 10 millions de travailleurs temporaires, en activité ou sans emploi, qui ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité de chômage. Le gouvernement a l'intention de réduire la période d'1 an à 6 mois. Ainsi, les grandes entreprises cherchent à profiter et à abuser de cet avantage en créant chacune leur propre filiale de recrutement d'employés intérimaires, afin d'en tirer elles-mêmes tous les bénéfices. Mais il arrive que la société mère recrute des intérimaires, en passant par une autre société d'intérim que celle qu'elle a elle-même créée. Une forte concurrence s'impose donc entre les différentes sociétés d'intérim qui se sont multipliées, et en conséquence, cela provoque une importante baisse des salaires. Étant donné qu'en 2007, qu'un employé intérimaire était payé environ 9 534 yens pour un jour de travail par la société d'intérim, cette dernière étant rémunérée 14 032 yens par jour de travail de chaque employé temporaire. Actuellement par exemple, 12 000 travailleurs dans 19 entreprises du groupe Canon, plus de 30% du personnel, sont des intérimaires. Cependant, comme la plupart des grandes entreprises japonaises, Canon contourne les règles du droit du travail en sous-traitant avec des entreprises, lesquelles ont embauché des travailleurs temporaires spécialement pour les mettre sous la responsabilité directe de Canon. En droit, ces employés temporaires étaient considérés comme étant rattachés à l'entreprise sous-traitante. Mais en fait, Canon était l'employeur direct de ces employés. Il s'agit d'une forme déguisée de travail intérimaire, appelée Jizo Ukeoi. Fortement critiqué, en 2006, Canon s'était engagé à régulariser dans les 2 ans à venir sa situation en embauchant directement sous contrat à durée déterminée, ces 6 000 travailleurs temporaires irréguliers et les 6 000 autres venant d'entreprises sous-traitantes. Cependant, même s'ils sont embauchés directement, ils conserveront leur statut de travailleurs temporaires. Toutefois en 2008, le retour de la crise économique met un coup d'arrêt à cet objectif, car Canon a décidé de ne pas renouveler les contrats de 1100 intérimaires. Tout le secteur de l'électronique a pris de telles mesures. Canon est dirigé par Fujio Mitarai, lequel est aussi le président du Keidan Run, le patronat japonais. Ce qui semble expliquer l'inaction actuelle du gouvernement pour sanctionner le non-respect du droit du travail par les grandes entreprises japonaises. Au Japon, au moment de la révélation de l'existence du travail intérimaire frauduleux, il n'y avait que 34% des entreprises industrielles qui avaient une bonne connaissance de la distinction entre sociétés d'intérim et entreprises sous-traitantes. Car les deux sont souvent des activités exercées par une même entreprise. Autre problème, le déclin du taux de fécondité 4 est aussi au cœur de l'inquiétude générale.
L'indice de fécondité du Japon a atteint 1,34 enfants par femme en 2007 et 1,32 en 2006, alors qu'il était à son plus bas niveau en 2005, 1,26 enfants par femme japonaise. Si l'on observe de plus près, l'indice de fécondité pour le département de Tokyo est de 1,05 par femme seulement. Pire encore, l'indice de fécondité par femme est de 0,74 dans l'arrondissement de Meguro à Tokyo. Par contre, le département d'Okinawa possède le taux de fécondité le plus élevé du pays, 1,75 enfants par femme. Dans certaines communes du sud de l'île de Kyushu, l'indice est supérieur à 2. En particulier dans le village d'Izen du département de Kagoshima, l'indice de fécondité atteint 2,4 par femme en 2007. Dans ce même village d'Izen, il y avait également 2 habitants parmi ceux qui étaient les plus âgés dans le monde, un Japonais né en 1865 et décédé à l'âge de 120 ans en 1986, détenant ainsi le record mondial chez les hommes, ainsi qu'une femme japonaise d'Izen, née en 1887 et décédée à l'âge de 116 ans en 2003. Ainsi, il n'est pas correct de dire que les jeunes femmes ne veulent pas avoir des enfants. Elles hésitent tout simplement à le faire, en particulier, lors de la période glaciaire de l'emploi de 1993 à 2005. Il faut noter aussi qu'il n'y a pas suffisamment de compatibilité entre le travail et élever un enfant au Japon, car le mari est rarement disponible pour s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Bien qu'il existe également un lien entre la chute du taux de fécondité et l'insuffisance de libido chez les Japonais. Les Japonais sont ceux qui consomment le moins de préservatifs dans le monde et qui souffrent le plus de l'absence de libido. Il y a aussi un grand manque de communication dans le couple. Le couple ne passe pas assez de temps ensemble, et généralement le mari rentre trop tard du travail. Sans oublier les fritters dont l'instabilité est un facteur important dans la chute des naissances et le sexless. Le manque des perspectives à long terme ne se limite plus aux jeunes. Un fritteur, à qui on avait demandé pourquoi il ne payait pas ses cotisations pour la retraite, a répondu : je n'ai aucune idée de mon avenir au-delà de 5 ans, alors pourquoi je devrais m'inquiéter de la vie dans 50 ans ? Le professeur Masahiro Yamada de l'université de Shuo à Tokyo explique, dans son livre Kibo Kakusa Shakai, La société de l'espoir divisé, que la société change d'une telle manière que les gens deviennent désespérés parce qu'ils voient que tous leurs efforts n'aboutissent à rien en ce qui concerne leur situation personnelle. Shoganai, répètent les Japonais à longueur de temps. Shoganai, c'est la contraction de l'expression courante Shio-Geanai, qui signifie « c'est comme ça ». C'est la vie, on n'y peut rien. Il signifie également la résignation, la fatalité, la destinée, c'est-à-dire ce qui doit arriver inévitablement, ce peut être un signe de mort, etc. L'expression shoganai est parfois prononcée en politique. Voici un exemple récent et très significatif. Le ministère de la Défense a été créé en janvier 2007, succédant à une simple agence de la défense, afin de jouer un rôle plus important sur la scène internationale. Fumio Kyuma avait pourtant critiqué l'invasion de l'Irak par les Américains, ce qui ne l'avait pas empêché de devenir à 66 ans, le premier des ministres de la Défense du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale, avant d'avoir été remplacé par une femme, Yoriko Koike. Mais il avait affirmé le 30 juin 2007 que les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki étaient quelque chose qui ne pouvait pas être évité pour empêcher l'invasion du Japon par l'Union soviétique et le forcer rapidement à capituler. Je crois que c'est shoganai. Je n'en veux pas aux États-Unis. Par chance, Hokkaido n'a pas été occupé. Dans la pire des situations, Hokkaido aurait pu être annexé par l'Union soviétique. Ces propos, qui justifiaient l'usage de l'arme atomique, ont été considérés comme inadmissibles par les associations de survivants des bombardements atomiques, d'autant plus que Kyuma est un député de Nagasaki. L'opposition, le Parti démocrate du Japon ou PDJ, et certains membres de la coalition au pouvoir, le Parti libéral démocratique et le Parti bouddhiste, ont alors réclamé sa démission. Les excuses du ministre, et le désaveu du Premier ministre Abe n'ont pas suffi. Kyuma a finalement démissionné 3 jours plus tard et à moins d'1 mois avant les élections sénatoriales, car les sondages étaient très défavorables au gouvernement,
mais ce fait n'a pas empêché le PLD de perdre les élections. Pour les Occidentaux, la franchise n'est pas un vilain défaut, et il est notoire en tout cas pour les historiens que ces propos constituent une vérité historique incontestable. Même si pour les Japonais, c'est une vérité qui les blesse tout particulièrement, cela veut également dire qu'ils ont ainsi été sauvés du communisme par les États-Unis. Et peut-être à un partage du pays entre les deux grands blocs idéologiques, comme en Corée. Il paraît certain que le destin du Japon s'est joué à ce moment précis de l'histoire, et qu'il n'aurait donc pu devenir la deuxième puissance économique que l'on connaît sans cette malédiction. Ce qui explique peut-être la raison pour laquelle il n'éprouve ni rancœur ni haine à l'égard des Américains. Les Américains ignoraient toutes les conséquences des bombes atomiques sur la population. Ils avaient besoin de l'expérimenter et de faire une démonstration de leur puissance face à l'expansionnisme du bloc communiste. Car le communisme constituait surtout un frein au développement de l'économie de marché, et donc au développement industriel, commercial et financier des États-Unis. Le leitmotiv américain a toujours été « Faisons-nous la guerre par le commerce plutôt que par les armes. Si vous refusez, alors nous emploierons la force. » C'est ce que le Commodore Perry était venu dire aux Japonais, avec ses grands navires de guerre à la fin du XIXe siècle. Et c'est aussi ce que les Américains ont encore voulu signifier au Japon, en 1945. Les Américains avaient d'abord programmé d'utiliser l'arme atomique contre l'Allemagne. Mais lorsqu'ils étaient enfin prêts, les Allemands venaient alors de capituler le 8 mai 1945. L'économie américaine est une économie essentiellement fondée sur la production et le commerce des armes, qui a besoin en permanence de conflits ou de menaces contre la paix pour se développer. Tant que les profits rapportés par l'économie de guerre sont satisfaisants, il n'y a pas de véritable volonté politique pour arrêter la guerre. En revanche, le Japon ne s'est avoué vaincu qu'après les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août, la guerre a pris fin le 15 août et la capitulation a été signée le 2 septembre 1945. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que prend vraiment fin la Seconde Guerre mondiale. Aussi incroyable que cela puisse paraître de nos jours, ces bombardements ont eu lieu dans l'indifférence totale. L'ampleur des destructions et des effets sur la population a été dissimulée à l'époque. Car on ne voulait surtout pas que l'opinion publique s'oppose farouchement au développement de l'arme atomique, alors que le monde était en train de se constituer en deux grands blocs ayant une idéologie radicalement opposée. Shoganai ne signifie pas en réalité que l'on ne peut rien faire ni rien changer, mais que l'on n'en a pas la volonté. Et que l'on cherche ainsi à ériger en vertu l'inaction et la passivité pour se justifier, car on ne cherche pas à améliorer les conditions de vie et son environnement, au motif que l'on veut changer l'homme en exigeant de lui qu'il accepte de tout subir. Shoganai est un terme très péjoratif que l'on peut lancer sans faire de phrase, tout comme les termes dose ou bien shozen, que les Japonais utilisent fréquemment au commencement d'une phrase pour exprimer leur désenchantement, leur pessimisme, leur désespoir et surtout leur amertume. La société japonaise est comme le moai, statue géante représentant un visage à double face, retrouvé dans l'océan Pacifique et qui est ancré à l'une des sorties de la gare du quartier de Shibuya à Tokyo. On peut s'y asseoir tout autour et observer les gens qui passent. L'une des faces la plus apparente me donne l'image d'un pays kawaii, plein de choses mignonnes, d'un pays Subarashi, où il y a des choses extraordinaires et où tout est sugoi-ne. C'est-à-dire super, sans oublier qu'on y trouve beaucoup de choses qui font du bien, kimochi-ii-ne. Mais dans ce pays plein de superlatifs, il y a également une autre face que l'on ne voit pas au premier abord. Un peu comme lorsqu'on passe à côté du moai de la gare de Shibuya, on ne se rend pas compte qu'il a un second visage dont le regard est bien différent du premier. Cette seconde face représente, selon moi, l'image d'un pays kawaii. Un pays qui a peur, où la paranoïa fait partie de la vie quotidienne. Ce regard baissé est celui d'un pays qui cultive la honte, c'est aussi comme ça le Japon. Dans la perspective qui nous regarde, Shoganai, c'est surtout la démission du Japon et des Japonais pour prendre en main leur propre destinée et ne pas l'abandonner totalement à la main invisible de l'économie de marché. La société Shoganai, c'est une société sans espoir qui ne se construit plus et qui est hantée par le sentiment de la mort qu'elle veut se donner, c'est donc une société suicidaire en puissance.
Il faut se demander si le beau pays rêvé par Eb ne serait pas le pays perdu, celui des samouraïs, du vieux Hagakure, de l'esprit Bushido et surtout du premier texte constitutif du Japon en tant qu'État, la charte de Shotoku. Il faut donc d'abord envisager un bref retour sur l'histoire de ce pays, pour mieux comprendre sa situation actuelle et deviner les changements à venir. Chapitre 1 – Le poids insupportable de l'histoire. En principe, les historiens ne doivent accepter aucun dogme, ne respecter aucun interdit et ne pas avoir de tabou. Cependant, les horreurs commises par les troupes japonaises n'ont pas encore été digérées, car elles perturbent encore aujourd'hui les relations de bon voisinage entre le Japon et les autres pays d'Asie concernés. Les autorités japonaises reconnaissent que les troupes japonaises ont commis des actes criminels contre des civils, notamment en Chine et en Corée, mais elles en ignorent l'ampleur et minimisent les faits. En effet, les experts chinois, coréens et japonais en histoire sont en plein désaccord, en particulier au sujet du fameux massacre de Nankin. Les arguments sont aussi forts des deux côtés, et il est impossible de se faire une idée suffisamment objective à partir des rares archives que l'on peut trouver. Globalement, la Chine estime qu'il a eu plus de 300 000 morts, dont des femmes et des enfants. En revanche, les historiens japonais considèrent généralement, quand ils ne nient pas complètement les faits, qu'il n'y en aurait eu qu'entre 80 000 et 100 000 morts et contestent fermement la réalité de certains faits criminels. On reproche également aux autorités militaires japonaises d'avoir créé plus de 3 000 lieux dits de femmes de réconfort dans toute l'Asie du Sud-Est, afin de satisfaire la libido de ces troupes. Et le doute subsiste sur la véracité des rares archives, car de chaque côté, il y aurait de faux documents qui circuleraient. Juste après la défaite de 1945 et l'occupation de leur territoire par les Américains, les Japonais ont détruit des documents essentiels à la recherche de la vérité. Il serait temps que les historiens de chaque pays concerné travaillent ensemble en faisant abstraction de tout préjugé et de toute idéologie, pour faire la lumière sur cette période obscure de l'histoire. Il faudrait également recourir à l'expertise des archives européennes et américaines des documents et rapports officiels, et aussi de la presse de l'époque. Car la présence d'étrangers, hommes d'affaires, diplomates et journalistes, à Nankin, choisis comme capitale par l'anticommuniste Chiang Kai-shek ou Chiang Kai-shek en anglais, et Shanghai était importante à l'époque. Cependant, on peut fortement douter d'une réelle volonté politique de part de la Chine et du Japon de régler ce contentieux, malgré les appels répétés des historiens japonais et étrangers et de hautes personnalités politiques et du monde de la culture. Même si 70 ans après, le 25 avril 2007, le gouvernement japonais a encore souligné la difficulté de dresser un bilan exact tout en reconnaissant l'existence de crimes contre des civils. Le pays Wa. L'archipel du Japon à l'origine était peuplé par les Jomon dont seraient issus, entre autres, les Ainu, puis ils se sont mélangés avec les Yayoi qui venaient de la péninsule coréenne au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Une légende Jomon prétend que les corbeaux auraient créé le monde, et d'après une autre légende, l'empereur Jimmu, descendant de la déesse Amaterasu, aurait fondé la dynastie japonaise en 660 avant Jésus-Christ. Selon deux livres sacrés du 8e siècle, le Kojiki et le Nihonshoki, des divinités se succédèrent au ciel et sur la terre jusqu'à l'avènement d'Izanagi et de sa sœur Izanami. De leur union, l'archipel est né et les divinités qui l'habitent encore. L'empire du soleil levant aurait été fondé en 660 avant Jésus-Christ par Jimmu, le premier empereur, appelé Tenno et qui signifie prince céleste, et descendant de la déesse du soleil, Amaterasu Omikami. Beaucoup plus tard en 1271, Marco Polo, à l'occasion de ses voyages en Chine, avait entendu parler d'une île mystérieuse et riche, nommée Cipango, et située du côté où se lève le soleil. Ses habitants avaient eux-mêmes nommé leur pays Soleil Levant, Nippon ou Nihon. Le Kojiki, chronique des faits historiques, raconte l'histoire du Japon depuis sa création par Izanagi et Izanami, les dieux fondateurs et parents de la déesse Amaterasu, ainsi que la réincarnation de leur divinité en l'empereur Jimmu jusqu'à la fin du règne de l'impératrice Suiko en l'an 628. Cette fameuse chronique a été rédigée par Ono Yasumaro dans une langue japonaise fortement influencée par le chinois dans son écriture. Le Kojiki a été compilé sur l'ordre de l'empereur Temmu et de l'impératrice Jemei,
et il a été achevé en 712. Ce recueil de petits récits successifs est considéré comme le premier texte fondateur du Japon, destiné à établir la prédominance de la famille impériale sur l'ensemble des clans qui se faisaient constamment la guerre. Notamment, on peut y lire que l'un des dieux Susanoo était fou, car il était touché par une force étrange, il faisait n'importe quoi, et surtout, il était très violent. Ce qui l'a conduit un jour à faire des bêtises avec sa sœur, Amaterasu, la déesse du soleil. Alors elle s'est mise en colère et s'est cachée dans une cave, et là, l'univers s'est assombri soudainement, la lumière avait disparu. D'autres dieux se sont alors réunis pour faire une fête devant la cave. La déesse curieuse est sortie et la lumière a rejailli sur le monde. Il semble que l'État japonais ait commencé à prendre forme vers la fin du IIe siècle, lors de l'avènement de l'impératrice Himiko soutenue par de nombreux clans. Puis une première structure politique et sociale, dominée par des clans et appelée Yamato, a commencé à apparaître vers le 5e siècle dans la région de Nara pour ensuite s'étendre sur tout l'archipel excepté le nord où s'étaient concentrés les Ainu. Shotoku, 574 à 622, a été le premier prince de l'empire à cette époque, il avait donc le titre de dauphin ou Taishi en japonais. Il était également mystérieusement appelé dans sa jeunesse prince de la porte des étables. À 14 ans, il s'est allié au clan bouddhiste Soga, lequel a exterminé le clan shintoïste Mononobe en 587. En récompense, le prince Shotoku a été nommé régent impérial à 19 ans par l'impératrice Suiko en 593 pour gouverner le pays à sa place. L'année suivante, il a promulgué des édits en faveur du développement du bouddhisme et l'a déclaré religion d'État. Très influencé par les civilisations chinoises et coréennes, il s'en inspire pour développer le pays. Il établit des relations diplomatiques avec la Corée et la Chine, dont il accueille des artisans, des moines et des intellectuels. En 607, le Japon a envoyé une mission à la cour de l'Empire Zhui avec le fameux message diplomatique commençant par « Comment allez-vous » Cette lettre est présentée par le prince céleste du pays du soleil levant au prince céleste du pays du soleil couchant. On attribue au prince Shotoku la première utilisation par écrit du nom Nihon ou Nippon, qui désigne le Japon, lorsqu'il a envoyé la première mission diplomatique de toute l'histoire japonaise en vue d'instaurer des relations pacifiques avec le grand empire chinois. Ce qui a permis à Shotoku d'envoyer des chargés de mission, ainsi que des étudiants en Chine pour étudier notamment les 4 grands courants de pensée, le confucianisme, le taoïsme, l'école des légistes et le bouddhisme. Le confucianisme a été fondé par Confucius, 551 à 579 avant Jésus-Christ, qui préconisait le gouvernement par la vertu. Confucius considère la miséricorde comme la première des vertus. C'est une doctrine qui incite les êtres humains à faire des efforts pour améliorer la société. Alors qu'au contraire, le taoïsme fondé par Lao Tse, 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, postule pour une certaine manière de vivre, libre de tout artifice social et selon les lois de la nature. Quant à la doctrine légiste de Kanoï-tse et Kantse, vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, elle considère qu'il faut que le gouvernement s'impose avec sévérité par la loi, et que tout manquement soit sanctionné par la peine de mort. La première réforme, en l'an 603, visait à établir une fonction publique en nommant les fonctionnaires suivant le mérite et selon une hiérarchie de 12 degrés. Shotoku a également classé par ordre décroissant les degrés vertueux. La vertu, la miséricorde, la politesse, la confiance, la justice, la connaissance, tandis que le confucianisme place en premier la miséricorde, puis la justice, la politesse, la connaissance et la confiance. La seconde grande réforme consistait dans l'élaboration de principes fondamentaux pour construire l'État idéal, une idée que l'on a retrouvée de nos jours dans le programme politique de l'ancien Premier ministre Abe, lequel avait pour ambition de construire un beau pays selon sa propre expression. Pour cela, le prince Shotoku va puiser ses idées dans le confucianisme, la loi et le bouddhisme. En l'an 604, il a réorganisé la noblesse et promulgué la première charte écrite comprenant 17 articles 5, inspirés des principes moraux confucianistes et bouddhistes. L'écriture chinoise et le calendrier chinois, caractérisés par les différentes ères ou nengo pour chaque empereur, sont adoptés au début du 7e siècle. Jusqu'à la fin de l'époque d'Edo, il y a eu plusieurs empires successifs japonais,
tandis que l'ère Meiji correspond au règne de l'empereur Meiji, l'ère Showa, 1926 à 1989, au règne de l'empereur Showa, plus connu sous le nom de Hirohito, et enfin l'ère Heisei au règne de l'actuel empereur Heisei, plus connu sous le nom de Akihito par l'Occident. On voit apparaître des poèmes japonais, écrits à l'aide des idéogrammes chinois. Avec le temps, l'écriture du japonais s'est personnalisée, et elle possède ses propres caractéristiques qui la distinguent complètement du chinois. Shotoku est considéré par les bouddhistes comme une réincarnation de la déesse indienne Kannon, la déesse de la paix et de l'ouverture sur le monde, qui fait encore, de nos jours, l'objet d'un culte au Japon. La charte du prince dauphin Shotoku a pour originalité d'établir la vertu comme la valeur suprême, dont le principe le plus respectable est l'harmonieuse coopération, Wano Seishin. La charte est un ensemble de recommandations devant être observées essentiellement par les fonctionnaires d'État. Ces derniers sont ceux qui, en réalité, gouverneront le pays à la place de l'empereur, lequel est relégué au rôle de gardien des valeurs morales. Elle a une structure comparable à une pagode d'un temple bouddhiste de 5 niveaux superposés où l'on retrouve les 5 principaux éléments qui composent l'univers: la terre, l'eau, le vent, le feu et le ciel. Les 3 grands piliers de l'état idéal reposent sur les 3 premiers articles. Le wa ou l'harmonieuse coopération constitue la valeur supérieure, article 1. L'enseignement bouddhiste, ainsi le bouddhisme est religion d'État, article 2. L'obéissance. Une fois reçu l'édit impérial, obéissez-y absolument, l'ordre est maintenu par des lois sévèrement sanctionnées, article 3. Puis des recommandations particulières. La politesse, principe d'organisation, article 4 à 8. La confiance, principe de relations humaines sincères, article 9 à 11. La justice, principe de relations humaines équitables, article 12 à 14. La sagesse, principe de fonctionnement de l'administration, article 15 à 17. En 672, le Japon s'est pourvu aussi d'un régime appelé Ritsuryo, sorte de code législatif s'inspirant du régime de la dynastie chinoise, destiné à faire du Japon un État régi directement par un gouvernement central et visant à unifier le peuple qui vivait dans plus de 60 provinces et 270 seigneuries, Han. Ce qui a permis la création d'une fiscalité unifiée, d'un régime d'état civil et d'un mécanisme de distribution des terres sous le contrôle de l'État. Après 2 siècles et demi d'un total repli du pays sur lui-même, à l'exception de relations commerciales avec la Hollande, l'ère Meiji, à partir de 1868, est marquée par une ouverture des frontières et le passage de la féodalité à la modernité d'une façon soudaine. La constitution de Meiji de 1889 a marqué une rupture avec la charte des 17 articles de Shotoku, et a adopté le principe de la monarchie constitutionnelle autoritaire comme en Allemagne. Rejetant ainsi le principe de la démocratie issu de la Déclaration française de 1789, et le système parlementaire britannique. L'empereur conservait son caractère divin, et détenait le pouvoir absolu. Le basculement du Japon dans le totalitarisme et le militarisme, à partir du début du XXe siècle, n'était plus conforme à l'esprit pacifique et coopératif du dauphin Shotoku, et cela constituait une dénaturation aberrante du wa. Après la défaite de 1945, l'empereur n'est plus qu'un symbole, complètement dépourvu de pouvoir politique, ce qui représente une renaissance de l'ancien régime de la séparation entre l'autorité morale et le pouvoir. Le Japon moderne a opté pour un régime parlementaire de type anglo-saxon, a renoncé définitivement à la guerre, article 9 de la Constitution du 5 mai 1947, a adhéré au principe du respect des droits de l'homme, et a instauré un contrôle de constitutionnalité de type américain. La charte de Shotoku, établie il y a plus de 1400 ans, paraît être complètement dépassée et oubliée. Cela est vrai sur le plan des institutions et du droit, mais l'esprit de la charte plane toujours sur l'État japonais et dans chaque individu. Par exemple, l'ancien Premier ministre Zenko Suzuki, dans sa première déclaration en 1981, avait qualifié son cabinet de gouvernement de l'harmonieuse coopération, Wano Seiji. Cependant, on constate généralement l'ignorance des Japonais de l'existence même de cette charte et de son contenu, ainsi que le nom de son auteur, bien que son esprit soit encore présent dans le fonctionnement et l'organisation de la société tout entière.
La Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est le fondement de toute constitution d'un État moderne. En effet, elle garantit les droits naturels de l'homme en tant qu'individu, liberté, égalité et fraternité. La Constitution japonaise de 1947 s'en est inspirée. La nouvelle culture de la société libérale démocratique et pacifique, que cette Constitution veut réaliser, suppose que les Japonais deviennent des citoyens libres, responsables et solidaires respectant les droits de l'homme. Cette culture constitutionnelle a un caractère fondamentalement individualiste, horizontal et rationnel. Ce qui semble à l'opposé de la culture traditionnelle japonaise fondée sur la primauté d'un grand ensemble communautaire fortement hiérarchisé, vertical et irrationnel. Cependant, l'esprit d'universalité de la Déclaration française n'est pas à l'opposé de l'esprit du Wa, principe fondamental de la première constitution écrite du Japon, la charte du prince dauphin Shotoku. C'est la raison pour laquelle les Japonais ont su l'intégrer à leur manière, sans en appliquer véritablement les principes. Le Japon est encore à l'étape de transition où le citoyen libre et responsable hésite à se substituer au sujet obéissant et résigné, pour construire une société véritablement démocratique et ouverte. Il s'agit là d'une différence profonde entre ces deux conceptions de l'État. Les Japonais veulent donner le sentiment d'appartenir aux grandes nations modernes, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne désirent jamais y adhérer. L'arrivée des Occidentaux. En 1543, pour la première fois, au cours d'une tempête, le premier navire de commerçants portugais en provenance de Macao en Chine a atteint l'île de Tanegashima. Ils ont amené avec eux des armes à feu et la technique de fabrication de ces armes. Plus tard, d'autres navires marchands chargés d'épices sont arrivés. Ils étaient bien accueillis par les Japonais. Des milliers de Japonais s'étaient convertis au christianisme principalement à Nagasaki, sur l'île de Kyushu. Les shoguns qui s'étaient succédé cherchaient à unifier tout le pays par des actions militaires. Et pour la première fois en 1575, lors de la fameuse bataille de Nagashino, 38 000 samouraïs, dont 3 000 armés d'armes à feu, vont obtenir la victoire contre une armée de 15 000 samouraïs à cheval. Dès 1597, les chrétiens ont commencé à subir des persécutions. Ils étaient accusés de chercher à coloniser le pays et de venir au secours de certains seigneurs féodaux. Le culte chrétien a été interdit en 1612. En 1636, les Japonais avaient l'interdiction de quitter le territoire et de construire des bateaux. Tous les étrangers occidentaux étaient expulsés, excepté des marchands hollandais de la Compagnie des Indes orientales sur l'îlot de Dejima, à Nagasaki. Ainsi, le Japon avait décidé de se replier sur lui-même pendant plus de 2 siècles. De 1603 à 1867, les shoguns du clan Tokugawa gouvernaient le pays. Ils avaient relégué l'empereur, le Tenno, à un rôle purement honorifique et spirituel, et les grands seigneurs féodaux, daimyo, leur étaient soumis. Le 8 juillet 1853, les 4 bateaux noirs, qui utilisaient du charbon et crachaient de la fumée noire, ont fortement impressionné les Japonais qui réalisaient à quel point ils étaient en retard sur l'Occident. Le commodore Matthew Perry était venu délivrer au shogun un message d'amitié de la part du président américain, Millard Fillmore. Mais en fait, il s'agissait d'une demande d'ouverture des frontières du pays. Le premier message étant resté sans réponse, le 13 février 1854, le commodore Perry était alors revenu avec 7 navires de guerre, dont 4 à vapeur. Cette fois, il a menacé d'utiliser ses canons si les ports japonais restaient fermés aux navires de commerce et aux baleiniers américains. Le shogunat, gouvernement, s'est incliné et a signé le traité du 31 mars 1854 à Kanagawa par lequel il garantissait le rapatriement des naufragés, le cas échéant, et qu'il acceptait d'ouvrir ses ports aux navires de commerce américains et offrait aux États-Unis un statut privilégié. Dans les années suivantes, les principales puissances européennes ont obtenu des droits équivalents. Entre 1865 et 1876, le polytechnicien français François-Léonce Verny a fondé la plus grande base navale du pays, à Yokosuka, près de Tokyo. À l'origine, Yokosuka était un village de pêcheurs, puis il s'est transformé en une ville de 420 000 habitants, connue comme étant le meilleur port en Asie pendant la guerre, et depuis 1945, c'est la principale base de l'US Navy au Japon.
Il s'agit de la première grande réalisation industrielle, Shokusan Kogyo, et de transfert de technologie au Japon. Machines à vapeur et marteau-pilon, mortier, briqueterie, comptabilité moderne, adoption du système métrique, etc. Verny a créé également la première école d'ingénieurs japonais, enseignant les techniques de construction navale, les mathématiques et la comptabilité. D'autres industries métallurgiques ont ensuite été créées. En 1886, l'ingénieur et inventeur Paul-Émile Bertin a réorganisé l'arsenal de Yokosuka et construit les nouveaux modèles de navires de guerre de la flotte impériale. Ce qui a permis à la marine japonaise de vaincre la marine russe en 1905. Retour du nationalisme et de la guerre. L'entrée du Japon dans la modernité s'accompagne d'un retour de la fierté nationale, qui entraîne le pays vers la guerre. En 1867, les réformistes après de violents affrontements contre les conservateurs ont fini par triompher. Le 122e empereur, 1852 à 1912, du Japon avait à peine 15 ans lorsqu'il a restauré son pouvoir absolu, tout en réaffirmant sa filiation divine avec la déesse du soleil Amaterasu. Au détriment du bouddhisme, le shintoïsme était redevenu la religion officielle du Japon jusqu'en 1945. Selon le culte shinto, tous les éléments de la nature sont habités par des esprits qui peuvent se mouvoir. Mais le Shinto, ou la voix des dieux, a pris un aspect nationaliste en considérant l'empereur comme une sorte de pape. Le nouvel empereur a pris pour nom Meiji, l'ère des Lumières. L'empereur Meiji a décidé de déplacer sa résidence de l'ancienne capitale, Kyoto, à Edo qui a pris le nouveau nom de Tokyo, capitale de l'Est, et qui était déjà depuis 1603 la capitale administrative du pays avec plus d'1 million d'habitants. En 1871, l'empereur dissout la hiérarchie instaurée par les shoguns. En 1889, l'empereur Meiji adopte la première constitution par laquelle il remet une partie de son pouvoir souverain au profit de 2 assemblées élues. Les samouraïs, qui étaient tenus d'obéir à leur seigneur, soit ils se mettaient au service de l'empereur, soit ils se reconvertissaient dans le commerce. 1 million de samouraïs se sont retrouvés subitement à la retraite, avec une pension misérable. Beaucoup n'ont pas pu se reconvertir. Le ministre de la guerre, Takamori Saigo, voulait convaincre l'empereur d'utiliser les samouraïs dans une nouvelle guerre contre la Corée. Mais l'empereur a refusé. Des révoltes de samouraïs ont eu lieu parfois, car ils voulaient conserver le droit de porter leurs armes traditionnelles. Ainsi, l'ancien ministre de la guerre et quelques centaines de samouraïs dans une dernière bataille, la bataille de Seinan en 1877, ont été battus par l'armée impériale. Il s'agit de la dernière guerre civile, guerre entre Japonais, ayant existé au Japon. Le fait que la moitié de la population japonaise était déjà alphabétisée a permis son développement très rapide qui avait demandé plusieurs siècles à l'Europe. En 1895, les Chinois mal équipés ont perdu la guerre contre une armée japonaise moderne et par le traité de capitulation de Shimonoseki, ils ont cédé Taïwan au Japon. La Russie du tsar Nicolas II, encouragée par l'empereur allemand, et le Japon veulent se constituer un empire colonial, comme les puissances occidentales, en tentant d'occuper la Chine. La Russie occupait déjà la Mandchourie, dont Port Arthur. Le Japon, sans déclaration de guerre préalable, a attaqué par surprise Port Arthur dans la nuit du 7 au 8 février 1904. Les Japonais récidiveront plus tard à Pearl Harbor de la même manière contre les Américains. Ensuite, presque toute la flotte russe de 45 navires a été détruite en 2 jours dans la bataille de Tsushima en mer du Japon, et grâce à l'aide de la France pour se constituer une flotte moderne. Le tsar a finalement accepté la médiation du président américain Theodore Roosevelt pour un accord de paix en 1905. Bien avant de renoncer définitivement à la guerre, l'empereur du Japon hésitait à s'y engager, non pour des intentions pacifistes, mais parce qu'il estimait que l'armée n'était pas suffisamment préparée. En décembre 1941, Hirohito 1901 à 1989, devenu l'empereur en 1928 sous l'ère Showa, qui signifie paix rayonnante, et laquelle a commencé en 1926, croyait à la victoire après l'attaque surprise de Pearl Harbor aux États-Unis. Cependant en décembre 1942, le journal du grand chambellan, celui qui est chargé du service de la chambre de l'empereur,
révèle qu'en 1931 le souverain ne voulait pas que le Japon, qu'il estimait mal préparé, attaque la Chine car il craignait que l'Union soviétique lui déclare la guerre. Il avait ajouté : « Il faut faire attention avant de commencer une guerre. Une fois qu'elle a commencé, il faut aller jusqu'au bout. » L'empereur était inquiet quand le prince Fumimaro Konoe était à la tête du gouvernement, lequel était disposé à partir en guerre sans aucune préparation. Le Japon, qui avait hérité de la Mandchourie grâce à sa victoire en 1905 contre les Russes qui l'occupaient, avait créé artificiellement l'État du Mandchoukuo en 1932. Il y avait placé à sa tête, puis, 1908 à 1967, le dernier des empereurs de Chine qui venait d'être destitué. Cependant, ce nouvel État n'a jamais été reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Puis le Japon est entré en guerre contre la Chine en lançant une invasion à grande échelle en 1937. Mais la résistance chinoise était plus forte que prévu, alors que l'état-major avait affirmé à l'empereur qu'elle serait terminée en 3 mois. Opposé à l'ouverture d'un nouveau conflit armé contre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Hollande, le prince Konoe a démissionné. Le Japon ne s'est senti prêt à faire la guerre que lorsque le ministre de l'armée Tojo a été nommé Premier ministre à la veille de l'attaque de Pearl Harbor, le 8 décembre 1941, heure japonaise. Le 19 mars 1945, 234 bombardiers lâchaient leur cargaison de bombes incendiaires sur Tokyo en faisant 83 000 victimes. Puis les Américains ont payé cher la résistance des Japonais, lors de la bataille d'Okinawa d'avril à juin 1945, 7 600 morts et 31 000 blessés américains. Dans l'attaque de l'île d'Iwo Jima, du 19 février au 16 mars 1945, ce sont les Japonais qui ont subi le plus de pertes. 20 129 morts sur 20 933 combattants. Du côté américain, 6 821 morts et 21 865 blessés sur un total de 28 686 combattants. Notez qu'il n'existe pas de véritable exactitude parmi ces chiffres, mais qu'ils donnent une idée de l'ampleur des pertes. En juin 2007, Iwo Jima, une petite île volcanique du Pacifique qui fait partie du département de Tokyo, a enfin retrouvé son ancien nom d'avant-guerre, Iwoto. Sur les cartes américaines datant d'avant la Seconde Guerre mondiale, l'île avait pour nom Iwo Jima. Pour les Japonais, elle s'appelait Iwoto, l'île sulfurique, mais après la guerre, ils ont pris l'habitude de l'appeler Iwo Jima, car Jima, qui est une déformation de Shima, et tout signifie île. En outre, les kamikazes qui s'écrasaient avec leurs avions sur les vaisseaux de guerre américains démontraient leur détermination d'aller jusqu'au bout en brisant le moral des troupes de l'adversaire. Kamikaze signifie vent divin, par référence au typhon qui avait protégé le Japon d'une invasion des Mongols, le 20 novembre 1274 dans le détroit de Tsushima. Pour les kamikazes, la voie du samouraï, c'était la mort. S'il fallait choisir entre la mort et la vie, il fallait choisir la mort. Tous préféraient vivre, mais celui qui échouerait dans sa mission serait méprisé. Celui qui mourrait en ayant échoué, sa mort était celle d'un fanatique. Sa mort était vaine, mais pas déshonorante. Une telle mort était celle de la voie du samouraï. Le samouraï devait être prêt à mourir à chaque moment, et étant des dieux, vous n'avez plus de désirs humains, leur disait le vice-amiral Takijiro Ohashi qui a lui-même fini par se suicider lors de la capitulation. Les escadrons de kamikazes avaient été créés tardivement, le 20 octobre 1944. Aucun officier supérieur japonais n'était volontaire pour devenir kamikaze. Il fallait avoir un tempérament suicidaire, ce qui ne manquait pas dans les rangs de l'armée, étant donné que les jeunes étudiants recrutés étaient victimes de harcèlement moral et battus par leurs supérieurs. À tel point qu'on les dégoûtait de la vie, et qu'ils devenaient volontaires pour des missions suicides. Les moteurs de leurs avions étaient construits par des jeunes filles de 14 à 16 ans, car il y avait une grande pénurie de main-d'œuvre et les hommes étaient tous envoyés à la guerre. Lorsque le cuirassé Yamato a été coulé en avril 1945, tous les pilotes ont été réquisitionnés comme kamikazes pour effectuer des missions Tokotai, d'attaque en équipe, avec une quantité de carburant limitée à un aller simple jusqu'à la cible et donc sans espoir de retour. Les kamikazes étaient des pilotes généralement peu expérimentés. Leur formation était insuffisante et se limitait souvent à l'apprentissage par cœur du manuel de pilotage en attendant une première et dernière mission.
Il était un devoir de boire du saké avant l'ultime décollage, pour se donner du courage et atténuer la peur. Plus de 4000 kamikazes sont morts dans des missions Tokotai. Tous les kamikazes sont des hommes morts en mission. Un pilote survivant n'est pas un kamikaze, mais un pilote qui a échoué à sa mission, et qui ne peut donc recevoir les honneurs, lesquels ne sont dus que si on a réussi à donner sa vie pour sa patrie. Certains pilotes japonais recrutés comme kamikazes ont survécu à la guerre parce qu'ils n'ont pas été affectés à temps pour une mission, ou bien parce que leur avion était soit tombé en panne, soit échoué sur un des îlots d'Okinawa. La résistance du Japon constituait une opportunité pour que les Américains utilisent leur nouvelle arme nucléaire, car il était trop tard pour l'employer contre les Allemands qui venaient juste de capituler, et ils voulaient défier l'URSS d'aller plus loin dans son expansionnisme. Le président Franklin Roosevelt, à ne pas confondre avec Theodore, mort en avril 1945, a été remplacé par le vice-président Harry Truman. Ce dernier avait pris la décision du bombardement atomique sur le Japon, dans le but d'anticiper sur l'entrée en guerre prévue de l'Union soviétique contre le Japon dans les mois qui ont suivi la fin de la guerre en Europe. Car les États-Unis étaient pressés de faire une démonstration de leur puissance nucléaire face à l'URSS. À l'origine, les Américains projetaient de lancer la bombe atomique sur l'Allemagne pour gagner la guerre, mais aussi pour démontrer leur force face à l'avancée menaçante du communisme. Alors que le 3 juin, l'empereur Hirohito, comprenant que la guerre était perdue, a demandé en vain la paix contrairement à certains généraux qui voulaient continuer la guerre. Le 16 juillet 1945, après un test réussi d'explosion nucléaire, les Américains se préparent pour 2 opérations inédites car ils ne disposent que de 2 bombes A le 26 juillet avec la Grande-Bretagne et la Chine. Ils ont adressé un ultimatum, seulement pour la forme, dans lequel ils font allusion à une arme terrifiante. Mais les Américains sont restés sourds aux appels à la paix de Hirohito, car ils voulaient aller jusqu'au bout de leur objectif. Cependant, les scientifiques ignoraient les effets réels de la bombe atomique sur la population. La cible a été déterminée pendant le survol du territoire japonais. Tout dépendait des conditions météorologiques. Le ciel était dégagé sur Hiroshima le 6 août 1945, 140 000 morts sur un an, et sur Nagasaki 3 jours après, 70 000 morts sur un an. La veille de l'attaque de Nagasaki, l'URSS déclarait la guerre au Japon. Le 15 août 1945, le Japon se déclare vaincu et les États-Unis ont exigé de l'empereur Showa, plus connu à l'étranger sous le nom de Hirohito, qu'il déclare publiquement qu'il n'était pas d'ascendance divine. Mais c'est dans l'indifférence mondiale que la nouvelle a parcouru le monde. À ce moment-là, l'opinion publique internationale n'avait pas conscience des effroyables conséquences de l'usage de l'arme atomique. L'information circulait difficilement et chacun était trop préoccupé par ses propres problèmes. On ne mesurait pas à quel point cela était un événement très important, et que le monde entrait dans une nouvelle phase de son évolution avec le risque d'un conflit nucléaire entre le bloc communiste et le bloc capitaliste. Mais le Japon a échappé de justesse à une invasion soviétique qui aurait changé le cours de son histoire, son rattachement au bloc des pays socialistes et communistes. Et que certainement, le Japon n'aurait pas pu devenir la seconde puissance économique du monde sans l'aide et l'occupation des Américains. Son meilleur ennemi est ainsi devenu son meilleur allié. D'ailleurs, les Japonais disent qu'ils ont un père américain et une mère japonaise. C'est peut-être une des raisons pour laquelle les Japonais n'ont aucune rancune contre les Américains. Les Japonais n'auraient donc pas perdu la guerre. Leur défaite leur a permis de gagner leur liberté bien plus menacée à l'époque par l'expansion du communisme. Peu importe de gagner ou de perdre, de toute façon, pour éviter le déshonneur, il faut mourir. Le samouraï doit se battre avec obstination en ne pensant ni à la victoire ni à la défaite. Il doit se contenter de combattre comme un fou jusqu'à la mort. C'est seulement à ce moment-là que vient le succès. L'accord secret de Yalta. Les accords de Yalta du 11 février 1945, dont l'accord secret concernant l'entrée en guerre de l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, contre le Japon, non communiqué à la presse puis rendu public en 1947 et signé par Staline, Churchill et Roosevelt, stipule que les chefs de gouvernement des 3 grandes puissances, l'Union des républiques socialistes soviétiques, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne,
ont décidé d'un commun accord que 2 ou 3 mois après la reddition allemande et la cessation des hostilités en Europe, l'Union des républiques socialistes soviétiques entrera en guerre contre le Japon aux côtés des Alliés sous réserve des conditions suivantes. Le statu quo sera respecté en Mongolie extérieure, République du peuple mongol. Les droits antérieurs de la Russie qui avaient été violés par l'attaque perfide du Japon en 1904 seront rétablis, c'est-à-dire la partie sud de Sakhaline ainsi que toutes les îles adjacentes feront retour à l'Union soviétique. Le port commercial de Derun sera internationalisé. Les intérêts essentiels de l'Union soviétique dans ce port seront sauvegardés et la cession à bail de Port Arthur à l'Union des républiques socialistes soviétiques comme base navale sera rétablie. Le chemin de fer de la Chine de l'Est et le chemin de fer de la Mandchourie du Sud, qui assurent un débouché à Derun, seront exploités conjointement par une société mixte sino-soviétique constituée à cet effet, étant entendu que les intérêts essentiels de l'Union soviétique seront sauvegardés, et que la Chine conservera une pleine et entière souveraineté en Mandchourie. Les îles Kouril seront cédées à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il est entendu que les arrangements concernant la Mongolie extérieure, ainsi que les ports et chemins de fer désignés ci-dessus nécessiteront l'accord du général Chiang Kai-shek. Le président prendra les mesures nécessaires afin d'obtenir cet accord, sur avis du maréchal Staline. Les chefs de gouvernement des 3 grandes puissances ont reconnu que ces revendications de l'Union soviétique devront être incontestablement satisfaites après la défaite du Japon. Pour sa part, l'Union soviétique se déclare prête à conclure avec le gouvernement national de la Chine un pacte d'amitié et d'alliance entre l'Union des républiques socialistes soviétiques et la Chine, en vue de prêter à celle-ci l'appui de ses forces armées pour l'aider à se libérer du joug japonais. 6. Les îles Kouril sont encore l'objet d'un lourd contentieux entre la Russie et le Japon. Ces îles faisaient partie intégrante du territoire japonais depuis un traité de 1875 signé avec la Russie, par lequel le Japon cédait en échange l'île de Sakhaline. À l'origine, ces îles étaient peuplées par les Aïnous, qui peuplaient également le nord de Honshu, l'île principale de l'archipel du Japon et dont on retrouve surtout des traces sur les îles de Hokkaido et de Sakhaline, mais aussi dans la péninsule du Kamtchatka, à l'extrême est de la Sibérie conquise par les Russes au XIIe siècle. Le procès bâclé de Tokyo. Équivalent asiatique du procès de Nuremberg contre les nazis, le procès de Tokyo a été bâclé. Le 11 septembre 1945, en qualité de commandant suprême des forces alliées, Douglas MacArthur avait ordonné l'arrestation et l'emprisonnement des criminels de guerre présumés à la prison de Chugamo à Tokyo. MacArthur a convaincu Hideki Tojo de reconnaître qu'il assumait l'entière responsabilité dans le déclenchement et la conduite de la guerre, devant le tribunal militaire international de l'Extrême-Orient, The International Military Tribunal for the Far East, que l'empereur n'y était pour rien dans cette décision. Cependant, Tojo avait dit malencontreusement devant le tribunal militaire de Tokyo qu'aucun sujet japonais, même un haut officier du Japon, n'irait jamais à l'encontre de la volonté de l'empereur. Malgré la demande du Congrès américain de faire juger Hirohito pour crime de guerre, MacArthur et son équipe ont tenté de persuader le président Truman que le maintien de l'Empire était le meilleur rempart contre le communisme. Cependant, la Maison-Blanche lui a rappelé que Hirohito n'était pas à l'abri d'une arrestation, d'un jugement et d'une condamnation comme criminel de guerre, et que lorsque l'occupation du territoire pourra s'organiser sans l'empereur, la question de son jugement pourrait être soulevée. Mais MacArthur a ordonné aux juges américains de ne pas citer les noms de Hirohito et des membres de sa famille, et aussi d'omettre toute information relative aux unités de recherche bactériologique et à l'utilisation d'armes chimiques par l'armée japonaise. Le tribunal militaire de Tokyo avait déjà été créé le 8 août 1945. Mais ce n'est qu'en mars 1946 que ce tribunal a établi les listes des accusés de classe A. La liste américaine n'avait retenu que 30 noms et la liste britannique seulement 11, et dans aucune des deux ne figurait le nom de l'empereur. En revanche, la liste australienne avait retenu 100 personnes et comprenait un mémoire sur les crimes de Hirohito, l'accusant de crimes contre l'humanité et de crimes contre la paix. Quant aux soviétiques, ils avaient exigé que toute la famille impériale soit jugée et fusillée.
Pour le dirigeant chinois, anticommuniste, Chiang Kai-shek, l'ordre impérial japonais constituait une barrière contre l'avancée du communisme. Le juge chinois ne s'est donc pas opposé à l'absence de poursuites contre la famille impériale, et il n'a pas non plus demandé des poursuites contre le général Okamura au sujet du massacre de Nankin, territoire alors sous contrôle communiste. Le procès de Tokyo a commencé le 3 mai 1946. 3 grandes catégories de crimes étaient retenues. Crimes contre la paix, crimes contre les conventions et usages de la guerre et crimes contre l'humanité. Le tribunal militaire de Tokyo était présidé par le juge australien William Webb et comprenait 10 autres juges venant de chaque pays allié. Canada, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Hollande, Inde, Nouvelle-Zélande, Philippines, Union soviétique. Hirohito était soumis à de fortes pressions de la part de hautes personnalités japonaises qui lui demandaient d'abdiquer, dont son deuxième frère, le prince Takamatsu. Ce dernier voulait que Hirohito abdique et nomme le prince Chichibu comme régent. Le plus jeune frère de l'empereur, le prince Mikasa, adhérait à cette idée. Quant au prince Higashikuni, l'oncle de l'impératrice, il avait dit au New York Times que le prince Takamatsu serait régent jusqu'à la majorité du prince Akihito, actuellement empereur du Japon. Plusieurs intellectuels japonais s'étaient prononcés publiquement en faveur de l'abdication, notamment le poète Tatsuji Miyosashi, pour lequel il n'y aurait pas de moralité dans le monde si l'empereur n'abdiquait pas, car il était coupable de graves négligences dans l'accomplissement de sa tâche en permettant à l'armée d'accomplir des actions inadmissibles. En avril 1948, les audiences d'examen des preuves étaient terminées sans qu'aucun des membres de la famille impériale ne soit inquiété. Le 4 novembre 1948, après plus de 6 mois de délibération, le tribunal militaire de Tokyo a rendu sa décision en déclarant coupables 25 des accusés, dont 2, Matsuoka et Nagano, sont décédés avant la fin du procès, l'un étant condamné par contumace, Okawa, et l'autre étant interné dans un établissement psychiatrique durant le procès. Le 12 novembre, la sentence était prononcée, 7 accusés ont été condamnés à mort, dont le fameux Hideki Tojo, ministre de l'armée et Premier ministre. 16 autres ont été condamnés à la prison à vie. Le 23 décembre, jour de l'anniversaire du prince héritier Akihito, 7 condamnés à mort ont été pendus à la prison de Shugamo. On ignore encore si cette date avait été choisie par hasard. Mais 42 accusés dans l'attente d'être jugés ont été discrètement libérés, dont Nobusuke Kishi, grand-père par sa mère, du Premier ministre Shinzo Abe, nommé en septembre 2006, lequel est ensuite devenu Premier ministre en 1957. Le seul juge encore survivant en 1981, le néerlandais Rolling, s'étonnait dans un article de n'avoir jamais été informé sur les activités criminelles de l'unité de recherche bactériologique de Shiro Ishii, et qu'il ignorait tout des actions des Américains visant à exclure de toute poursuite certains membres de la famille impériale. Les horreurs de l'occupation japonaise en Asie. À l'aube du XXIe siècle, les crimes commis par le Japon durant la Seconde Guerre mondiale hantent encore les esprits des pays asiatiques qui ont été occupés par lui. Le Japon refuse toujours de regarder en face son passé, d'en mesurer toutes les conséquences et surtout de reconnaître la responsabilité de l'État à l'époque. Il sous-estime la réalité des faits et les chiffres avancés, tandis que de l'autre côté, les Chinois et les Coréens tentent à surévaluer les chiffres et à exagérer les faits. Mais il est évident que l'on manque d'informations autres que celles propagées par la Chine qui entretient encore la haine des Japonais, et que le Japon continue de faire comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Notamment en omettant des faits historiques, dans les manuels scolaires d'histoire. Ce qui implique la grande ignorance de l'histoire du Japon par toutes les générations qui se sont succédées depuis la Seconde Guerre mondiale. En revanche, les manuels d'histoire en Chine insistent fortement sur les crimes de l'armée japonaise de manière exagérée et en donnant des chiffres pratiquement invérifiables. Ce qui pousse à exciter le nationalisme parmi les jeunes Chinois, car la Chine semble encore avoir besoin de se désigner un ennemi pour maintenir actuellement l'unité du pays. Les chiffres que nous allons donner sont approximatifs, car ils font l'objet de disputes entre les historiens de tous bords. En décembre 1937, l'armée japonaise a commis des pillages et des crimes à Nankin. La Chine estime qu'environ 300 000 Chinois,
civils et militaires ont été tués. Après la guerre, le tribunal militaire international de Tokyo n'a retenu que le chiffre de 140 000 morts. Entre 1936 et 1945, en Mandchourie, l'unité 731 pratiquait des expériences bactériologiques autorisées sur des prisonniers par décret impérial. De nombreux médecins ont injecté à 3000 prisonniers civils chinois la tuberculose, typhoïde, la dysenterie et autres virus dans le but de mettre au point des armes bactériologiques. Dans les camps japonais de prisonniers, lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 20 000 civils et 50 000 soldats britanniques. Ils ont été victimes de la faim et de tortures, et parfois soumis aux travaux forcés, par exemple, la construction de la voie ferrée de la Birmanie à la Thaïlande. 30% d'entre eux seraient morts, alors qu'il n'y en aurait eu que 4% dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie. Enfin, 200 000 femmes de réconfort originaires de Taïwan, de Corée, de Chine et des Philippines auraient été forcées de servir de prostituées à l'armée japonaise. MacArthur, dans son quartier général de Manille, avait commencé à préparer l'invasion du Japon, l'opération Dawnfall, prévue pour la fin 1945. L'invasion n'a pas eu lieu grâce aux bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, et à la capitulation sans condition du Japon, le 15 août. Le 2 septembre 1945, MacArthur présidait la signature de la capitulation du Japon à bord du navire l'USS Missouri en tant que commandant suprême des forces d'occupation alliées au Japon. MacArthur a insisté pour que l'empereur Hirohito ne soit pas destitué. Plus tard, des historiens ont sévèrement critiqué ses actions pour exonérer de toute responsabilité l'empereur et certains membres de la famille impériale et ainsi échapper à des poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant le tribunal militaire de Tokyo. En 1950, lors de la guerre de Corée, MacArthur proposait d'utiliser l'arme atomique sur environ une cinquantaine d'objectifs en Mandchourie et sur des grandes villes chinoises, pour frapper la Chine qui menaçait d'intervenir en Corée, si les forces alliées continuaient leur progression jusqu'à leurs frontières. Mais le président Truman et le département d'État ont refusé, dans la mesure où les États-Unis considéraient l'Union soviétique comme son principal ennemi, et l'Europe occidentale comme étant l'enjeu essentiel. MacArthur a été désavoué et en conséquence relevé de ses fonctions le 11 avril 1951, par le président Truman. Situé au centre de Tokyo, le temple de Yasukuni rend hommage aux 2,5 millions de Japonais morts pour la patrie depuis la restauration de l'Empire en 1853. Yasukuni a toujours été un lieu de recueillement une fois par an pour l'empereur, depuis sa création en 1869. Il contient notamment les noms des soldats japonais morts pour l'empereur, ainsi que les noms des membres de la famille impériale. Mais à partir de 1978, il a mis fin à ses visites au temple de Yasukuni sans faire part de ses motivations. Toutefois, durant la même année, les responsables du temple de Yasukuni ont accepté l'inscription des noms des 14 criminels de guerre parmi tous ceux qui sont morts pour le Japon. Selon des archives de la bibliothèque du Parlement japonais, datant de janvier 1969 et rendues publiques par la presse, le gouverneur de Tokyo aurait discrètement suggéré d'honorer des criminels de guerre sans le faire publiquement au temple Shinto de Yasukuni. Ainsi, en octobre 1978, le temple de Yasukuni a enregistré les noms de 14 criminels de guerre, en particulier, celui de Hideki Tojo, lequel avait été condamné à la pendaison après la guerre. Les visites annuelles de l'ancien Premier ministre Junichiro Koizumi ont créé une crise diplomatique avec les Chinois et les Coréens, qui les considèrent comme une glorification du passé colonialiste et militariste du Japon. Ancien partisan de ces visites, le Premier ministre Shinzo Abe, successeur de Koizumi, avait gardé longtemps le silence pour faire savoir s'il se rendrait ou non à Yasukuni en cérémonie officielle le 15 août 2007 comme c'est la coutume. Finalement, ce même jour, il a présenté à nouveau les profonds regrets de son pays et fait part de ses condoléances aux victimes des atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale en présence de l'empereur Akihito. En 2007, le Premier ministre Abe faisait du réchauffement des relations avec la Chine une priorité de sa politique étrangère. Mais en raison du renforcement de la puissance militaire de la Chine, Shoichi Nakagawa, un des responsables du Parti libéral démocratique se demandait: quelles sont les intentions réelles de la Chine ?
en ajoutant que si Taïwan tombait sous le contrôle total de la Chine dans 15 ou 20 ans, le Japon pourrait bien devenir une autre province de la Chine. Les Américains s'interrogent également sur les raisons qui poussent la Chine à augmenter chaque année, de manière substantielle et au même rythme que son taux de croissance, le budget pour son armée, tandis qu'elle continue de réaffirmer haut et fort qu'elle s'est engagée dans un développement pacifique. Le véritable changement dans les relations japono-chinoises viendra certainement du renforcement de la puissance économique de la Chine et de l'affaiblissement du même coup du Japon. Chapitre 2 – Le déclin de l'esprit Yamato. Déjà à son époque, le vieil ermite Jocho se plaignait de la décadence morale des jeunes samouraïs qui ne pensaient plus qu'à leurs intérêts personnels. Ils se rencontraient pour parler d'argent, des femmes ou de la qualité des vêtements. Les hommes perdaient leur virilité et devenaient semblables à des femmes. La paix s'était installée grâce à la domination du clan Tokugawa à partir de 1603, et que l'on nommait l'époque d'Edo. Mais en période de paix, on ne cherche ainsi que la compagnie des hommes charmants et agréables, disait Jocho. Il affirmait que la féminisation commence lorsqu'on s'efforce d'être beau pour être aimé. Le samouraï doit toujours avoir un teint de fleur de cerisier, l'esprit Yamato, car c'est la couleur de la vie. Avant de partir au combat et de mourir, le samouraï devait se farder les joues de rouge, sinon il risquait d'avoir honte devant son ennemi. L'esthétique et l'éthique sont liées. Ce qui est fort doit être beau et énergique. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit avoir l'air vraiment efféminé, mais que le maquillage permet de dissimuler un éventuel malaise lorsqu'il faut aller combattre ou bien accomplir le rite du suicide. Le bon samouraï a donc toujours un peu de fard et de poudre sur lui, pour afficher une bonne mine en toute occasion. Ce qui n'a rien à voir avec le fait qu'il arrivait souvent que le samouraï ait dans sa jeunesse une relation homosexuelle, ce qui s'accorde bien avec la voix du guerrier, car l'amour spirituel entre deux hommes est plus intense qu'entre une femme et un homme, affirmait Jocho. Les enseignements du samouraï. En 1700, un samouraï du nom de Jocho Yamamoto s'était retiré pour vivre comme un ermite dans une cabane, dès la mort prématurée de son seigneur et maître. En 1710, un jeune samouraï a commencé à lui rendre visite régulièrement pour recevoir ses enseignements qu'il a notés scrupuleusement au fur et à mesure sur du papier pendant 7 ans. Jocho lui racontait qu'il avait voulu se suicider à la suite de la mort de son maître. Mais depuis un édit de 1663, le suicide rituel, appelé seppuku, était interdit sous peine que la propre famille du suicidé subisse le déshonneur. À cette époque, la famille et le clan comptaient plus que l'individu. Jusqu'en 1868, ces écrits ont été conservés dans la famille Nabeshima, la famille du seigneur à laquelle appartenait Jocho. La compilation, appelée Hagakure dont quelques exemplaires circulaient depuis 150 ans, a été redécouverte par un public large sous l'ère Meiji, 1870, et ce livre a permis le renforcement d'une loyauté absolue envers l'empereur qui venait de retrouver ses pleins pouvoirs. En 1906, un instituteur de l'école primaire Ikuichi Nakamura a publié à ses frais une partie du Hagakure. Puis en 1940, Koya Kurihara a édité le Hagakure en version complète, puis au cours de la même année 1940, des philosophes connus comme Tetsuro Watsuji et Tessie Furukawa l'ont publié et commenté avec la maison d'édition Iwanami. Dans les années 1930, le Hagakure était déjà devenu le livre de référence des nationalistes pour y puiser leur idéologie et justifier la nécessité de toutes les horreurs des guerres qui ont suivi. Le Hagakure disait que la voie du samouraï, c'est la mort, une devise qui servait de slogan aux kamikazes. Pendant l'occupation américaine après la défaite, le livre était considéré comme dangereux, et on détruisait tous les stocks et les exemplaires retrouvés pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des étrangers. Le Hagakure contient surtout des principes moraux et pratiques à l'usage des samouraïs, des histoires sur leurs exploits, des recueils de faits historiques et sur la vie locale. Aujourd'hui, on retrouve quelques principes moraux du Hagakure essentiellement dans la pratique des arts martiaux, alors qu'il ne peut être réduit qu'à cela. Très souvent, les Occidentaux font la distinction entre le Bushido et le Hagakure. En réalité, le Hagakure est le seul écrit ancien datant de l'époque où les samouraïs occupaient une place importante dans l'organisation sociale,
qui définit les principes et l'esprit Bushido. Il n'y a donc pas lieu de croire qu'il s'agit de deux éthiques différentes. Tout le problème vient de l'interprétation des vieux textes du Hagakure. On peut en déduire le pire comme le meilleur, et tout dépend de l'usage qu'on désire en faire. Le Bushido, The Soul of Japan, a été écrit en anglais et publié en 1899 chez un éditeur américain. L'auteur de ce livre était Tinazo Nitobe, 1862 à 1933. Japonais et fils de samouraï, il s'était converti au christianisme. Il avait commencé par étudier l'apprentissage de l'anglais à Tokyo, pour ensuite poursuivre des études d'agriculture en anglais dans une école américaine chrétienne à Hokkaido. Il a également passé plus de 18 ans à l'étranger, notamment aux États-Unis et en Allemagne pour étudier. Dans son parcours assez compliqué, il a notamment obtenu les titres de docteur en agronomie, de docteur en philosophie et de docteur en droit. Il a enfin exercé différentes responsabilités pour représenter le Japon auprès de différentes institutions internationales. Lorsqu'il a commencé à dicter à son épouse américaine, le Bushido, l'âme du Japon, il s'était installé en Californie pour se reposer, car Nitobe souffrait de violents maux de tête chroniques. L'auteur précise que le Bushido s'inspire du bouddhisme, du confucianisme, du shintoïsme et du zen. Ce qui semble assez curieux dans son livre, c'est que l'auteur ne cite jamais sa véritable source d'inspiration. Alors qu'à cette époque, le Hagakure, qui contient les réflexions d'un samouraï devenu prêtre, circulait secrètement dans tout le Japon. Plus exactement, ce livre portait le titre de « Recueil des paroles du maître Hagakure », où il parle de la voie des chevaliers combattants en utilisant les termes Bushido. Il semble que le maître Hagakure signifie le maître caché dans les feuilles, dans les broussailles de sa cabane faite de branches et de feuilles et installée dans la forêt. Jocho, qui est lui-même le maître Hagakure, décrit clairement le Bushido comme un ensemble de règles morales qui se transmettaient oralement d'une génération de samouraïs à l'autre. Bien que le Hagakure n'était pas encore devenu célèbre, il semble évident que Nitobe en possédait un exemplaire, et qu'il en a extrait le terme Bushido pour s'en servir de titre. Bien que Nitobe fût un homme très cultivé, et bien qu'il soit lui-même fils de samouraï, il avait surtout une éducation chrétienne et anglophone. Il n'aurait pu exposer les principes du Bushido par écrit que s'il avait subi la véritable formation traditionnelle d'un samouraï et que s'il en avait eu l'expérience. Ce qui n'était absolument pas le cas. On peut ainsi lui reprocher d'avoir omis de mentionner sa véritable source d'inspiration, les vieux textes du Hagakure. D'autant plus qu'aucun autre auteur japonais que Jocho et son élève ne s'est aventuré à décrire la voie du samouraï. Sans oublier que Nitobe nous donne une version du Bushido très influencée par sa culture anglophone et chrétienne. Le Bushido de Nitobe a eu un grand succès à l'époque, et il a été traduit en plusieurs langues. On dit que le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, 1901 à 1909, l'a lu et relu en croyant enfin connaître ce mystérieux pays, et il en offrait même des exemplaires à ses relations. Mais cette version édulcorée du Hagakure n'a pas permis aux Américains de bien prendre la mesure du nationalisme au Japon à cette époque. Et que s'ils avaient eu connaissance du Hagakure au lieu du Bushido de Nitobe, les Américains auraient peut-être aussitôt compris à qui ils avaient effectivement affaire. Paul Bourget, un écrivain et académicien français dont chaque roman portait sur un thème précis, avait écrit Le sens de la mort. Paru en 1915, ce livre a eu un grand succès parmi la jeunesse militaire japonaise. Pour l'auteur, la vie humaine n'est possible et le monde habitable qu'à la condition de se nier elle-même par le sacrifice. D'ailleurs, l'œuvre entière de Bourget porte sur la nécessité sociale de la discipline et de l'autorité. Il est étonnant de constater qu'à cette époque, la littérature conservait une place importante, comme au temps des samouraïs, dans la formation de la jeunesse et pour servir à la guerre, alors que le pays entrait dans l'ère industrielle et commerciale, l'ère de la prédominance de la technique et des mathématiques. Certainement que la littérature a joué un grand rôle pour galvaniser les troupes, notamment contre les Russes en 1905, puis contre la Chine et la Corée, et surtout contre les Américains. Il était fortement recommandé, également, de lire le Hagakure avant de partir au combat lors de la Seconde Guerre mondiale.
Puis la littérature a perdu définitivement son rôle majeur de mobilisation des masses, après la défaite de 1945. Mishima et J.O.C.H.O., les deux samouraïs. Actuellement, le monde appartient au technicien se lamentait Yukio Mishima, 1925 à 1970, dans son livre Hagakure Nihomon, La voie du Hagakure, paru en 1967. Dans les années 1960, l'écrivain Yukio Mishima faisait ainsi la comparaison entre la société moderne et l'époque de Jocho pour en tirer les mêmes conclusions. Il note que l'ambition d'un technicien est réduite à une fonction unique, et que plus il réussit dans son métier, plus il sera estimé et pourra éventuellement acquérir la célébrité, bien qu'il soit comme une marionnette sans véritable personnalité. En effet, selon Jocho, celui qui se consacre toute sa vie à développer une seule et unique compétence particulière sans autre préoccupation est un idiot. La société moderne évite de parler de la mort, alors qu'elle est un facteur de bonne santé mentale, écrivait Mishima. Selon le Hagakure, si l'on vit avec l'idée que l'on peut mourir d'un instant à l'autre, alors notre vie prend tout son sens. Méditer chaque jour sur la mort, c'est se concentrer sur la vie, disait Jocho. Pour Jocho, la mort est le moteur de l'action, elle purifie l'action, car elle n'est jamais vaine si on meurt justement pour une cause juste. La mort inutile est comparable à la fleur de cerisier, dont la vie éphémère ne produirait pas de fruits. Le samouraï doit toujours décider de mourir en fanatique, disait Jocho, dont la citation a bien été retenue pendant la période noire du Japon et par Mishima, le dernier des samouraïs. Mais que voulait dire exactement Jocho par fanatique ? Certainement que ce mot n'avait pas le même sens au début de l'époque Edo, qu'en 1940. Il est assez curieux de découvrir que le mot fanatique, utilisé pour la traduction, vient de fanum, qui signifie temple en latin. Il avait donc à l'époque un tout autre sens que celui qu'on lui donne de nos jours. Ce n'était pas quelque chose de péjoratif que d'être un illuminé, inspiré de l'esprit divin. Du temps de Jocho, un samouraï est un fanatique au sens spirituel du terme. Finalement, mourir comme un fanatique, c'est mourir de passion, de rage, d'exaltation. Car pour acquérir la sagesse, le samouraï doit renoncer au moi lorsqu'il réfléchit et prend une décision. En revanche, de nos jours, l'usage moderne de ce terme possède un tout autre sens qui l'a éloigné de la spiritualité. La voie du samouraï, c'est la mort. Cela veut dire aussi qu'il ne faut pas passer son temps à ne faire que ce qui nous plaît au motif que la vie est courte. Autrement dit, il ne faut pas passer sa vie parce qu'on se croit obligé à ne faire que des choses qui nous ennuient et qu'on n'aime pas. La vie entière du samouraï est une suite de décisions, mais le samouraï ne doit se concentrer que sur la réalisation d'une seule à la fois pour ne pas se perdre, disait Jocho. Pour lui, il ne faut pas résister au temps qui passe, ni être nostalgique, ni tomber dans la mode et mépriser ce qui est dépassé. Mishima disait qu'au fond de nous, il y a deux types de pulsions, la pulsion de liberté et la pulsion de mort. En période de guerre, la pulsion de mort est libérée tandis qu'à l'inverse, en période de paix, la pulsion de vie est libre et la pulsion de mort est réprimée. L'homme se lasse de la liberté dès qu'il l'obtient, disait Mishima. Dès que l'on construit son foyer et que l'on a une position sociale, l'ennui s'installe, car l'avenir n'a plus rien à nous offrir. Tel est l'état-providence. Le désir de travailler se perd et les vieux se suicident de plus en plus. C'est vrai, mais on se lasse de tout dès qu'on l'obtient, le mariage, l'argent, etc. On en veut toujours plus ou bien on désire ce qu'on n'a pas, ça peut être l'amour, mais on se lasse encore plus vite de la guerre, de combattre, n'est-ce pas ? Cependant, en période de paix, ajoutait Mishima, l'instinct de mort de la jeunesse qui est réprimé risque d'éclater un jour. Lorsque la jeunesse devient violente, c'est parce qu'elle cherche une cause pour laquelle elle serait prête à donner sa vie et à condition qu'elle lui paraisse juste. C'est la raison pour laquelle la jeunesse japonaise manifestait violemment contre le renouvellement du traité de sécurité américano-japonais, en 1960. Parce que les jeunes japonais cherchaient une cause pour laquelle ils seraient prêts à sacrifier leur vie. Cependant, l'article 9 de la Constitution japonaise de 1946 interdit le recours à la guerre, qu'ainsi les forces d'autodéfense japonaises, FAD ou bien Self-Defense Force, SDF, ne constituent pas une véritable armée qui aurait pour objectif de faire la guerre en cas de nécessité. Il faut noter que l'armée japonaise a été dissoute après la Seconde Guerre mondiale. Honteux,
Les Japonais se sont résignés à renoncer définitivement à la guerre comme les Américains leur ont dicté dans leur nouvelle constitution. Selon l'article 9 du chapitre 2 relatif au renoncement à la guerre de la Constitution japonaise du 3 mai 1947. Aspirant sincèrement à la paix internationale fondée sur l'ordre et la justice, le peuple japonais renonce pour toujours à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu'à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour atteindre l'objectif fixé au paragraphe précédent, il ne sera plus jamais conservé de forces terrestres, navales et aériennes ou autres potentiels de guerre. Le droit à la guerre de l'État ne sera plus reconnu. En même temps, les Japonais ont perdu toute fierté qu'ils ne sont toujours pas prêts de retrouver. Les FAD ont été créés en 1954 dans le but de venir au secours de la population civile en cas d'agression ou de catastrophe naturelle. Car ce sont les États-Unis d'Amérique qui se sont engagés par le traité de sécurité de 1951, renouvelé et modifié en 1960, à défendre le Japon en cas de conflit. Mishima s'était engagé dans les FAD en 1967, mais cela n'a duré qu'un seul mois, jusqu'au jour où il s'est donné la mort conformément au rite traditionnel seppuku, dans le bureau du général qu'il tenait en otage au quartier général des FAD. Il détestait sentir la vieillesse s'approcher. Il avait prévu de mourir en fanatique, car il ne voulait pas s'adapter à son époque. Pourtant, le suicide serait une lâcheté pour le vrai samouraï, car si la vie est plus terrible que la mort, alors le vrai courage, c'est de continuer à vivre et d'accepter le changement dans la société, pensait Jocho qui avait lui-même renoncé au suicide. Mishima, dans les années 1960, ne réalisait pas, comme la grande majorité d'entre nous, que depuis la paix relative entre les plus grandes puissances du monde, nous sommes sortis de la guerre par les armes pour entrer dans la guerre par le commerce et l'industrie. Est-ce qu'en 1854, les Américains arrivés avec leurs grands bateaux noirs de guerre face au port de Yokosuka, n'étaient pas venus en disant « Faisons-nous la guerre par le commerce plutôt que par les armes ? Et si vous refusez, alors nous emploierons nos canons. » Ce n'est pas exactement ce qu'ils ont dit, mais c'est bien ce qu'ils ont voulu faire comprendre. Les Japonais, mal armés et mal organisés à ce moment-là, ont cédé, et ils ont ouvert pour la première fois leur pays au commerce international, alors que le Japon vivait replié sur lui-même depuis des siècles, refusant les échanges avec l'extérieur. Mishima est mort avant d'avoir pu réaliser à quel point la mondialisation des échanges, c'est la guerre économique. Et dans ce type de guerre, les principes de la voie du chevalier combattant ont trouvé leur place et ont permis au Japon de devenir la seconde puissance économique du monde après les États-Unis. Son plus grand ennemi est devenu ainsi son meilleur allié. D'ailleurs, le Hagakure affirme qu'on n'a pas de meilleur ennemi que son meilleur allié. N'est-ce pas exactement ce qui est en train de se passer dans le domaine économique ? D'autre part, le combat des jeunes d'aujourd'hui, c'est d'abord un combat pour l'amélioration de leur situation matérielle, mais aussi pour de nouveaux idéaux plutôt écologiques. La lutte contre la pollution, la pauvreté, etc. Contre toutes les malversations et les conséquences issues de la guerre économique. Bien entendu, il n'y a plus un grand idéal à défendre, sauf celui d'exprimer son opposition à l'économie de marché, mais il y a des combats, au pluriel, à mener pour chaque problème posé. Pourquoi ? Tout simplement, parce que nous sommes arrivés à un certain stade de construction de la société qui ne nous permet plus de revendiquer la nécessité de la bâtir, même autrement, nous sommes à court d'idées. Tandis qu'à l'époque féodale, l'État n'existait pas, les idées émergeaient au travers de la philosophie qu'on enseignait aussi aux chevaliers, et les individus devaient trouver le moyen d'exprimer leur volonté de vouloir vivre ensemble et en définir la manière. Ce qui a changé, ce sont les moyens de se faire la guerre et le moyen privilégié et utilisé pour la mener. Avant, c'était essentiellement par les armes à feu, car on cultivait le mépris pour les métiers du commerce. Il est notoire qu'on se battait pour défendre son territoire, sa famille, ses biens, et que de nos jours on se bat pour défendre son emploi, son pouvoir d'achat, sa retraite, etc., à coups d'arguments juridiques et non plus à coups de sabre. Cependant, à l'époque de la féodalité, le droit était peu construit et ne constituait généralement pas le moyen le plus utilisé pour appliquer une sanction. Actuellement, on préfère plutôt la sanction de nature économique et juridique.
On donne de préférence des amendes, et on interdit une chose ou l'autre au nom de la loi. On utilise toujours Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.